Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment à Catherine Cornibert, Antoine Corriveau de m'avoir invité. Je vous présente un travail, mais en fait, derrière moi, il y a 1000 personnes. On est très nombreux à avoir travaillé et à essayer de proposer un cadre d'évaluation, un cadre de définition à un mot absolument horrible qui s'appelle intervention non médicamenteuse, et sur lequel, dans cette session qui parle de nutrition, vous allez voir que intervention non médicamenteuse est directement liée à la nutrition. Voilà, donc je suis directeur adjoint d'une unité INSERM de santé publique. Je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier. Et je suis président d'une société savante qui s'appelle la NPIS. Donc, ce matin, ça a été évoqué, le docteur Reynard l'a dit de façon très explicite. Il y a plein de choses qui sont finalement véhiculées dans les médias avec ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Et on arrive aujourd'hui, et grâce à cet Elon Musk tellement fabuleux, tellement merveilleux, à dire que sur X, on peut tout dire maintenant et que finalement, une opinion est une vérité. Et toutes les opinions deviennent des vérités. Et évidemment, quand on a un cancer, quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, on est vulnérable. Et parfois, cette opinion va être considérée comme pertinente et utile et on va pouvoir les utiliser. Bref, d'un point de vue d'un scientifique, les opinions sont intéressantes, mais elles ne sont que des opinions. L'autre position, c'est aujourd'hui de plus en plus des gens qui témoignent de pratiques. Donc vous avez là ici 2 exemples, mais on pourrait multiplier les exemples d'usagers qui sont ici une patiente qui a effectivement suivi tel ou tel régime, a pris telle ou telle plante ou tel complément alimentaire, et effectivement, elle témoigne, et on ne peut pas la contredire, que ça pouvait avoir un effet positif. Vous avez des influenceurs dont je ne parlerai pas, je pense que vous connaissez cet homme particulier. Je pense qu'il mérite d'être écouté, de voir comment est ce qu'il dit, comme un Thierry Casasnovas. Donc vraiment, il faut aller voir ce qu'il dit. C'est impressionnant, impressionnant. De médecine alternative, de crudivorisme, et en disant qu'on va tout guérir, notamment le diabète de type 2, très facilement en mangeant cru. Où vous avez des gens aussi, des médecins, donc il n'y a pas que des gens non professionnels de santé, il y a aussi des expériences sur lesquelles des personnes vont vous dire que finalement vous allez améliorer la gestion de votre anxiété si vous vous mettez sous hypnose, et il a inventé cette méthode qui s'appelle la TCH, qui permet par hypnose de vous connecter à vos défunts, vos grands-parents, arrière-grands-parents qui sont morts, et vous allez vous réconcilier sous hypnose avec ces personnes, et vous allez améliorer votre anxiété, ou en tout cas réduire votre anxiété. Bref, plein de méthodes comme ça. Est-ce qu'on peut les juger finalement? On n'est personne pour les juger, puisqu'ils ont vécu ou ils partagent des pratiques. Vous comprenez que la seule solution pour avancer sérieusement, et après la Covid, et à tout ce qu'on a pu vivre à travers la Covid, c'est effectivement la recherche et la science qui, et je passerai un petit peu, si vous connaissez ces 2 mots, c'est très très important. La recherche, elle pose plein de questions et on n'a aucune réponse. On a quelques réponses et éventuellement on essaie d'arranger des choses. Et la science, c'est une convergence de données stabilisées et qui effectivement sont à recommander aux patients. Et donc si vraiment vous avez envie, je vous recommande de voir les podcasts, les vidéos d'un monsieur qui s'appelle Étienne Klein, qui est un astrophysicien absolument remarquable et qui a dit à quel point il y avait des ambiguïtés et des aberrations durant la Covid entre la science et la recherche. Que monsieur Didier R. à Marseille dise des choses en tant que chercheur et en ayant des doutes, il avait le droit de le dire. Mais quand il l'a affirmé au nom de la science, il est dans l'imposture. OK ? Et votre sujet de la nutrition et du cancer, faites attention. Vous avez une voix en devenant potentiellement des monsieur Didier R, où vous avez peut-être la possibilité, et vous voyez plein de patients qui sont en train d'expérimenter des choses et qui pourrait y avoir plein de choses. Et ce matin, enfin Bruno Reynard l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à inventer. Fadila Farsi, je crois qu'elle est plus là, mais elle l'a dit aussi. C'est lent la recherche, c'est contre-intuitif, c'est frustrant. Et effectivement, c'est frustrant parce que ça avance lentement. Mais c'est parce que ça avance lentement qu'on croit qu'il y a effectivement des solutions possibles. Et vous allez voir que sur notre sujet, intervention non médicamenteuse, donc un mot horrible, hein, intervention non médicamenteuse, donc anti-médicaments, d'emblée.
anti-médicaments, médecine alternative, etc. Voilà. Bon, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est eux. Donc eux, c'est la Haute Autorité de Santé qui dit, en 2011, il faut appeler ces pratiques nutritionnelles, psychosociales et corporelles des interventions non médicamenteuses. Bon, dont acte. Éventuellement, s'ils avaient été seuls, on aurait changé de mot. Mais ils ont été nombreux. L'OMS, vous avez ici la CNSA, le ministère de la Santé, le Haut Conseil de la Santé publique, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l'Inspection générale des affaires sociales, la Commission européenne, le Conseil économique, donc le CESE, je vais faire court, l'assurance maladie, juin de l'année dernière. L'assurance maladie parle d'intervention non médicamenteuse. La Cour des comptes, vous imaginez ? Donc ça veut dire que ce sujet, il est majeur et que, effectivement, ça va rentrer dans le champ de la santé. Mais, virgule, lorsqu'on interroge les patients ou lorsqu'on interroge encore plus les professionnels, ben, ça a été dit ce matin. Vous avez plein d'intuitions et plein de pratiques, mais ces pratiques, finalement, elles sont quasiment adaptées à chaque patient. Et les solutions nutritionnelles vont être personnalisées selon des modèles physiopathologiques et selon des techniques. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que le médicament a fait des progrès considérables pour stabiliser les protocoles. Et dans notre secteur un peu large, ben finalement, chaque fois, on réinvente la poudre et chaque praticien invente quelque chose qu'il va laisser dans son coin et pas le partager parfois à son voisin de bureau ou potentiellement dans d'autres endroits. Et évidemment, la demande des praticiens, c'est de dire le conseil que je vais donner, les protocoles que je vais donner, j'aimerais bien qu'on évite des risques d'effets secondaires directs. Vous imaginez, or le jeûne, ça marche très très bien. J'ai vu un patient qui a fait un jeûne durant le traitement du cancer, ça marche très très bien. Oui, vous êtes sûr, vraiment ? Est-ce que vraiment il n'y a pas des effets secondaires potentiels ? Est-ce que les risques ne sont pas pires que les bénéfices ? Et on pourrait comme ça, évidemment, parler des interactions avec les plantes et les médicaments, des errances thérapeutiques, des difficultés notamment avec un fardeau à se soigner au quotidien. Donc évidemment, avec des questions autour de la sobriété économique, sociale, environnementale. On pourra peut-être en reparler, je vais faire court. Et la grande critique de nos pratiques, intervention non médicamenteuse, c'est la critique facile et évidente. Bon, tout ça, c'est du care. Tout ça, c'est que de la relation humaine. Et si je suis très empathique, si je suis très respectueux avec mon patient, ben finalement, c'est tout ça qui soigne. Donc c'est un effet placebo, tout simplement. Et donc on ramène finalement en disant, quel que soit le contenu de la pratique, l'effet sera le même. Et il y a plein de gens qui le disent, de pas forcément extrêmement bien intentionnés. Et le dernier point qui, aujourd'hui, pose un vrai souci, c'est... Et ça se passe, et c'est une réflexion dans la nutrition, dans la diététique. Qu'est-ce qui relève d'un système de pensée ? Et les médecines traditionnelles sont des systèmes de pensée avec des diagnostics qui ne sont pas fondés sur les preuves, mais bien des diagnostics alternatifs. Concrètement, la stagnation du qi du foie est une pathologie de la médecine chinoise, mais n'est pas couverte par la médecine fondée sur les preuves. Et ensuite, les solutions qui sont proposées sont parfois EBM et des solutions ne sont pas EBM. Et donc, on a là des confusions entre des approches, entre concrètement des méthodes, donc des protocoles, et des techniques. Une technique particulière n'est pas nécessairement dire une technique, dire un aliment, dire n'est pas une intervention non médicamenteuse. Donc, on a plein de confusions. Et effectivement, que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, des contradictions très fortes avec les autorités de santé, notamment ici la HAS, qui dit tout ce qui relève des interventions non médicamenteuses, il n'y a aucune preuve méthodologique. Ce n'est pas suffisant, donc publié en 2011, mais ils font un autre rapport en 2017 en disant ah non, pour l'endométriose, le yoga fonctionne, l'ostéopathie et l'acupuncture. Attendez, vous dites que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne ? Et donc on a comme ça, pour les professionnels, une ambiguïté absolument considérable de savoir si on prescrit ou on ne prescrit pas et qu'est-ce qu'il faut faire et comment et dans quelles conditions. Et donc, ce qui s'est passé, on va se reporter, bon, personne a plus de 60 ans ici, mais il y a 60 ans, dans le médicament, la pratique qui était faite du médicament était, c'est un livre de recherche clinique qui le dit de façon explicite, était simplement de l'intuition et de l'apprentissage liés au maître, liés aux expériences réussies
et que finalement on arrivait à proposer un médicament en fonction de ce que le maître m'avait appelé ou quelques expériences réussies. Et le système complet, l'écosystème du médicament s'est dit, ça suffit, peut-être qu'il faudrait rationaliser, rendre ça un petit peu plus clair. Et vous savez très bien que le travail a été fait et permettait de dire à Didier R, mais non Didier R, tu es qu'au premier stade de la validation du médicament pour le Covid-19. Donc en fait, tu n'avais pas à dire tout ça puisque tu n'avais pas fait les études d'après. Et donc, ce modèle est très bien connu pour le médicament. Et donc, un de mes thésards a fait une revue de la littérature et publié en 2019 en disant combien y a-t-il de paradigmes de validation des interventions non médicamenteuses, sachant qu'il y a un paradigme du médicament. Et on en a trouvé 46. Donc, 46 façons de faire. Je vous la fais courte, vraiment très très courte. Ceux qui disent on va juste interroger quelques patients et on va dire que ça marche, à ceux qui disent oh non, il faut faire un essai randomisé contrôlé en double aveugle. Attendez, je vais voir une diète. Comment je peux cacher dans le groupe contrôle qu'il y a une diète en face de moi, ou un enseignant n'a pas, ou un kiné, ou qui vous voulez. Comment vous... Donc, absurde. Et donc comme ça, on arrivait à une absurdité du côté pratique, en tout cas, de ces interventions non médicamenteuses. Alors on s'est dit, après avoir créé une plateforme universitaire, je vous passe les détails, donc un de mes maîtres s'appelle Henri Pujol, a dit tu n'y arriveras pas, c'est un laboratoire de recherche. Donc, nous, on est des chercheurs, donc on est dans les coins, on écrit des bouquins qui ne servent à rien, qui ne sont pas lus, et des articles, je ne vais pas déprimer. Je sais qu'il y a des jeunes chercheuses qui sont ici, mais qu'en effet, ça ne sert à rien. Donc il faut passer autrement. Et donc on a créé une société savante qui s'appelle NPS, Non-Pharmacological Intervention Society, basée à Paris. Objectif, aucun intérêt financier personnel. On est là pour faire avancer la recherche sur le sujet. Et on va se dire qu'on fait une réunion à Paris le 1er décembre 2021 au ministère de la Santé en disant chiche, puisqu'il y a 46 modèles de validation des interventions non médicamenteuses, on va essayer de faire un brainstorming géant pour arriver à en trouver un et en proposer un. Vous voyez, très simple, le truc vraiment de base. Et donc on établit une méthode qui se veut, alors ça a été compliqué, intersectorielle. Ah ben non, on ne prend pas que les médecins, on ne prend pas que les patients, on prend tout le monde. 2, on le veut transpartisan. On n'est pas là pour dire que telle intervention est meilleure qu'une autre. On crée un modèle qui soit un petit peu cohérent vis-à-vis de ces pratiques. On essaye de faire de l'interdisciplinarité. On pointe du doigt les intègres et ceux qui ont vraiment trop de conflits d'intérêts, on les dégage en disant non, quand même, il y a trop de conflits d'intérêts. Et on fait un boulot selon les recommandations internationales de l'evidence-based medicine et de l'approche santé patient, pour faire court. Donc on fait un travail de chercheur, donc encore une fois la besogne, pour ceux qui sont en doctorant, désolé, je vous envoie vers un monde qui est un peu particulier. Le travail de recherche, c'est vraiment un travail très long, très fastidieux, et donc on y va pendant 2 ans, on fait des stades et des étapes. Une première étape qui arrive à identifier avec la littérature, le tour de la littérature, 41 recommandations, c'était l'étape 1 avec 70 participants. Ensuite, une étape d'amélioration sur laquelle on a 300 participants, on les réunit en collège et on essaie de voir quels sont les points, les invariants méthodologiques qu'on peut avoir pour la validation des interventions non médicamenteuses. Puis on fait un appel au vote. Certains d'entre vous, merci encore, ont voté sur ce modèle. On consulte les autorités et les sociétés savantes et on restitue au ministère, on restitue au Sénat, à la Haute Autorité de Santé, à l'Assurance Maladie, à la CNSA, à Santé publique France, à l'INCa, à l'Académie de médecine, etc. Donc on fait tout ce tour-là pour dire, eh bien, on a un modèle. Donc je vous présente le travail de 1000 personnes qui synthétisent ce qu'on entend par intervention non médicamenteuse. OK ? 1. Une définition. Donc, une intervention non médicamenteuse, c'est un protocole. Mot vachement important. Ça veut dire, un protocole, ça veut dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, et il y a des invariants. Donc un mode de vie, le régime méditerranéen n'est pas une intervention non médicamenteuse. C'est un mode de vie. Je mange méditerranéen ou pas. Bon, je viens de Montpellier, franchement, pas du tout méditerranéen. Mais admettons, okay, c'est un mode de vie, je fais ce que je veux. Un protocole de prévention santé, donc prévention d'un risque qui pourrait arriver, ou de soins. Je vais traiter un problème de santé qui a été identifié par la médecine occidentale ou fondée sur les preuves. Efficace, ça va être un mot important. Efficace veut dire qu'on va faire des études
Bénéfice-risque. Personnalisé. Ben non, ce n'est pas une recette stupide à appliquer à des patients. C'est bien un cadre général sur lequel, oui, effectivement, on va pouvoir ajuster, que ce soit de la diététique, que ce soit de l'activité physique ou que ce soit de la psycho, on va l'ajuster. D'accord ? On n'applique pas bêtement, on personnalise. Mais il y a un cadre non invasif, donc on a été obligé de le rajouter parce qu'il y a encore des gens qui pensent que intervention non médicamenteuse, c'est une chirurgie. Et à juste titre, hein, le mot pourrait vouloir distraire. Donc non invasif. Donc ok, ce n'est pas un acte chirurgical. Référencé, je vais y revenir, donc le référentiel des interventions non médicamenteuses, et encadré, c'est un mot important, donc un espace de santé, par un professionnel qui est qualifié. Qualifié au sens de il est compétent, mais au sens de potentiellement, il n'est plus uniquement qualifié comme diète, ou il n'est pas uniquement qualifié comme un APA ou comme un kiné, mais il a aussi une qualification sur l'intervention non médicamenteuse. Okay ? Et donc là, c'est un changement monumental. Les kinés sont formés sur des bases physiopathologiques et des techniques. Débrouillez-vous pour créer vos méthodes. Là, le but du jeu est de pouvoir améliorer la connaissance sur des méthodes, donc sur les interventions non médicamenteuses. Et on définit 3 thèmes très précis qui sont effectivement ce qui va relever des interventions corporelles, des interventions psychosociales et des interventions nutritionnelles. Pour être bien clair, ça risque de piquer évidemment dans la salle. Je comprends que ce n'est pas non plus quelque chose qui est classique. Les recommandations de santé publique sur la nutrition, manger moins gras, moins sucré, moins salé, sont valables pour tout le monde. Et ce n'est pas une intervention non médicamenteuse. Mais en revanche, pour un patient donné ou un groupe de patients donnés, un régime ou une intervention non médicamenteuse nutritionnelle, parce que cette personne a des difficultés, qu'elles soient épigénétiques, génétiques ou ainsi de suite, va être une intervention non médicamenteuse. Vous me suivez ? Et les deux ne sont pas à opposer, contrairement à ce qu'on dit partout ou souvent dans les médias. Bien sûr que la recommandation générale de santé publique est nécessaire. Mais à côté, effectivement, il y a pour moi un régime un peu particulier parce que peut-être je suis un maladie chronique, je suis à une phase de chimiothérapie et sur lequel cette phase de chimiothérapie exige que j'ai un traitement nutritionnel particulier. Donc c'est un changement d'habitude un peu délicat dont je comprends que ça peut piquer un peu et que ça peut vous surprendre, voire vous choquer, voire que vous ne soyez pas d'accord. Encore une fois, on n'a surtout pas la prétention de dire qu'on a une quelconque vérité. On pense qu'en tout cas, on va arriver à isoler des interventions autour de ça. Donc, deuxième point important, c'est on se met d'accord sur la description d'une intervention non médicamenteuse. Elle a une désignation. Désignation veut dire non pas l'activité physique adaptée, non pas la kinésithérapie, mais un protocole de kiné. Elle a une indication principale, la fatigue, peu importe, mais une indication principale. Elle a des bénéfices secondaires. Elle a des risques. Un des maîtres de Montpellier dans la médecine, Jacques Bringer, disait « S'il n'y a pas de risque de santé, votre intervention n'est pas une intervention de santé. S'il n'y a aucun risque, c'est autre chose qu'une action de santé. » Des mécanismes explicatifs. Donc ça veut dire qu'il y a des mécanismes physiologiques, physiopathologiques, ou des mécanismes psychosociaux. On va expliquer rationnellement. Ce n'est pas lié à une connexion avec Mars ou avec ce que vous voulez. Il y a une population cible. Ce n'est pas un message général, c'est une cible, avec une population qui est effectivement répondeuse. C'est un protocole, encore une fois, avec un début, un milieu, une fin, avec un nombre de séances, avec des doses, avec des contextes de pratique. C'est aussi un professionnel spécifique, ou peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs, qui peut le mettre en œuvre, et enfin, un contexte d'utilisation. Ce n'est pas fait n'importe où. C'est fait dans un cadre de santé. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le mot intervention non médicamenteuse, et ce matin je l'ai entendu parfois, et vous avez raison, il n'y avait pas de cadre. Donc, de temps en temps, c'est une approche nutritionnelle. Oui, le régime méditerranéen peut être une approche, mais qu'est-ce que vous mettez dans le régime méditerranéen ? Et si vous circulez entre Barcelone et... OK, à Barcelone, la nourriture régime méditerranéen, c'est chaud quand même. Hein, non, bon, bref, je dis rien.
Philippe Pouillard ne doit pas être là, j'espère, parce que sinon il va me gronder. Et donc, évidemment, ces contextes de santé sont, vous avez compris, des solutions importantes. Donc, voilà le modèle d'évaluation. Après la description, après la définition, voilà le modèle d'évaluation. Et avec donc nos recommandations, en disant, si vous faites de la recherche pour valider une intervention non médicamenteuse, il va falloir en passer par, parfois, pour certaines interventions non médicamenteuses, des études qui vont être prototypiques. Prototypique veut dire qu'on va décrire le protocole de soins ou le protocole d'activité physique adaptée. Je crois que Lydia va parler tout à l'heure sur effectivement des protocoles d'activité physique et non pas l'activité physique au sens large. La marche, par exemple. La marche, c'est génial, mais ce n'est pas un protocole d'APA. Ensuite, des études mécanistiques avec des recommandations assez classiques, des études observationnelles, ça c'est classique, mais des études interventionnelles. Et donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure de notre question de groupe contrôle, on a recommandé des études effectiveness, donc des études en vie réelle, sur lesquelles on n'a pas nécessairement besoin de groupe contrôle en double aveugle, mais on va pouvoir suivre des populations pour démontrer une efficacité, donc un bénéfice-risque. Et enfin, des études d'implémentation. Dans notre champ, il y a beaucoup d'études qui ont été faites au Canada ou aux États-Unis. OK, est-ce que vous êtes sûr que ça marche en France ? Et donc, il faut une étude d'implémentation en France pour voir si l'intervention fonctionne. Parce que si vous êtes allé aux États-Unis, pareil, sur la nutrition, on n'est pas sûr qu'on soit alimenté exactement de la même façon. Et donc, ça veut dire qu'à la fin, une évaluation d'une intervention non médicamenteuse, c'est une intervention, elle est décrite, mais elle est décrite de façon exhaustive. Deux, elle est explicable par des processus rationnels. Elle est efficace, donc bénéfice-risque. Elle est sûre, donc on a mesuré un certain nombre d'éléments sur le risque. Et enfin, elle est implémentable. On a des bonnes pratiques d'implémentation et je rends hommage à Aude-Marie Foucault, puisqu'elle n'est pas dans la salle, mais apparemment, elle est ailleurs, si j'ai bien compris. Donc concrètement, pour illustrer ce que sont les interventions non médicamenteuses, voici un exemple. Ah non, mais les pharmaciens, ils sont exclus des interventions non médicamenteuses. Mais surtout pas, au contraire. Dans les centres anti-cancer, regardez, Bruno disait 12 000 ce matin. Apparemment, pour certaines chimiothérapies orales, c'est 100 000 euros, si j'ai bien compris. Donc voilà, tu as dû dire le chiffre moyen, mais c'est vrai que c'est assez coûteux. Donc mettre autant d'argent, alors qu'on sait qu'il y a à peu près un patient sur 3 qui peut être non observant, eh bien, il y a des gens qui ont passé une partie de leur vie à établir donc, un programme de TP sur lequel une consultation du pharmacien hospitalier et 3 appels téléphoniques d'infirmières va améliorer significativement l'observance aux médicaments, va améliorer le fait que le patient ne va pas avoir d'effets secondaires, va éviter qu'il y ait des plantes en interaction avec la chimie. C'est une intervention non médicamenteuse. C'est une intervention non médicamenteuse. En français, ça s'appelle programme de TP. En anglais, c'est plutôt Disease Management Programme, mais en tout cas, c'est un programme de TP. Qu'est-ce qu'on attend, puisque ces gens-là ont fait la démonstration, de le rembourser ? J'arrive, hein. C'est l'étape d'après, vous voyez arriver sûrement. On pourrait faire pareil sur des protocoles d'APA, sur des protocoles de kiné, sur des protocoles d'amélioration des troubles du sommeil, s'il y a des psychologues dans la salle, la TCCI, voilà. Et donc, on s'est dit, on n'est pas que chercheur, on a envie de faire avancer pour les patients et de mettre finalement cette connaissance au vu et au su de tous les acteurs. Et donc, on a créé ça, donc ça s'appelle le référentiel des interventions non médicamenteuses. Vous pouvez aller consulter. Au fait, je vous partagerai évidemment le diaporama, hein, si certains le veulent. Je vous le donnerai à Antoine Courriveau et évidemment, vous aurez mon diaporama. En tout cas, on a tout à partager. Donc, ce référentiel va permettre, on l'a lancé en octobre dernier, pour avoir une information exactement comme le médicament, avec une notice usagée pour que les patients, les utilisateurs comprennent ce que sont ces interventions non médicamenteuses, et la partie bonne pratique professionnelle sur laquelle tout est gratuit. Le professionnel regarde et il a un protocole. Qu'il le suive ou pas, c'est de sa responsabilité, c'est des équipes de choisir s'ils suivent ou pas. On n'impose rien, mais en disant au moins il a la connaissance que quelque part dans le monde, il y a eu effectivement des études qui ont pu consolider une intervention non médicamenteuse.
Et donc, évidemment, vous nous voyez arriver, la suite devient logique. Ça veut dire que l'intervention non médicamenteuse, là, c'est un programme Otago de prévention de la chute. Eh bien, on peut avoir une interopérabilité avec les métiers. Donc, moi, j'y comprends rien en informatique, apparemment. En API, peut-être qu'un médecin peut l'avoir directement en prescription sur son logiciel métier. Directement. Un kiné peut avoir sur son logiciel métier, ou un diète peut avoir sur son logiciel métier, les interventions nutritionnelles qui ont fait leurs preuves, type intervention non médicamenteuse. Et potentiellement, évidemment, elles vont être traçables, puisque numériquement, on va lui accorder un code unique, non pas France, non pas Europe, parce que finalement, c'est valable au niveau international, mais au niveau mondial, avec un seul code unique. Donc traçable. Donc concrètement, on a lancé ça en octobre, mais le but du jeu est d'aller plus loin. Donc on fait appel à vous pour soumettre des propositions d'intervention non médicamenteuse. On fait appel à toutes les sociétés savantes et tous les experts qui souhaitent proposer des interventions non médicamenteuses selon la règle qui a été évoquée. Et évidemment, tout l'enjeu est de pouvoir collecter du retour d'expérience des usagers et des patients, encore une fois, pour faire en sorte que les bonnes pratiques d'implémentation, à Beauvais, on a trouvé quelque chose de nouveau et que finalement, 16e arrondissement à Paris, ou je sais pas, l'hôpital américain qui fait la cancérologie, c'est pas exactement la même chose et on a besoin de retour d'usage et on va pouvoir compiler ces informations qu'on donnera aux auteurs des fiches qui ont conçu les interventions non médicamenteuses. Donc il ne restait plus que la dernière partie, qui est la partie financière. Et bien la partie financière, on a les accords de l'assurance maladie. Sur le principe, en tout cas, et vous irez voir en juin 2024, dans un document particulier de l'assurance maladie qui dit quelle est la stratégie 2025, il y a effectivement écrit intervention non médicamenteuse. Et donc, il y a la CNSA qui est prête à jouer le jeu. En gros, des personnes en perte d'autonomie, schématiquement les personnes âgées. Le ministère de la Santé est très au courant. Il y a des articles 51 qui ont été faits sur lesquels ils pourraient être transformés en intervention non médicamenteuse demain, avec des forfaits, pour faire court. 2 agences de prévoyance, une mutuelle, Harmonie Mutuelle, donc ProBTP et AG2R, la mondiale pour les prévoyances. On attend que les assureurs se réveillent. Nous, on est des universitaires, donc on ne connaît pas. Si vous avez le contact d'un assureur, on est volontaire en disant ce serait peut-être bien qu'ils le fassent. Des collectivités, des fondations. Je tiens à remercier infiniment la Ligue nationale contre le cancer qui soutient également le projet et où effectivement d'autres opérateurs type Helena Santé et Clariane sont effectivement aussi engagés. Donc pour résumer, parce que je sais que je suis un peu long, il y a d'un côté les interventions de santé supervisées, que ce soit des médicaments, que ce soit des recommandations de santé publique ou que ce soit des interventions non médicamenteuses qui relèvent du domaine de la santé au sens élargi du terme. Et il y a effectivement une séparation claire avec ce qui relève des activités culturelles ou occupationnelles ou spirituelles. Et que dans un établissement anti-cancer, il y a des mélanges qui ne devraient pas avoir lieu ou qui ne devraient pas être le cas, et qu'effectivement, il y a des temps sociaux, il n'y a aucun problème, il y a des temps spirituels, mais qu'on n'est pas dans un encadrement lié à la santé, et qu'il ne faut pas tout mélanger, et qu'actuellement, il y a beaucoup de mélange avec un mot que je vais dire une fois et que je ne dirai plus, qui s'appelle santé intégrative. Dans santé intégrative, on mélange tout. Dans médecine intégrative, on mélange tout. Tout est dans tout, mais non, tout n'est pas dans tout, attention. Il y a des activités de santé avec une éthique, avec des pratiques fondées sur la science. Et à côté, il y a des activités sociales, extrêmement utiles, nécessaires. Mais il faut que vous, acteurs, potentiellement, vous vous positionnez. Vous êtes soit dans une activité sociale, aucun problème. La musicothérapie, dans un cas, écouter de la musique, c'est super sympa, c'est génial et c'est hyper important. Et dans l'autre, j'ai une activité de santé. Si je suis dans la nutrition, je vais peut-être choquer, mais je suis un diète qui est dans un cadre de santé et j'agis en santé, ou je suis dans une information générale et je suis là pour parler d'une activité alimentaire. Bref, et donc je finis avec ça, je sais que je suis long, désolé. Regardez ce qui se passe avec l'OMS. L'OMS a dit en 2003, regardez, en 2023, on va faire les pratiques essentielles, donc les médecines essentielles. Donc dans ce document, en fait, c'est uniquement que des médicaments. Alors, je sais bien, je ne parle pas bien anglais, mais apparemment, ils ont dit médecine égale drug. Donc, et il n'y a que des médicaments, 503, rien d'autre. Ben, on a l'espoir qu'en 2030, on ait 500 fiches
INM. Et on est en train de discuter avec l'OMS, ça avance. Donc vous voyez ici des papiers de la Nature de ma petite enfance. Moi, j'avais jamais vu des papiers intervention non médicamenteuse dans Nature, donc ça commence à être bien. Regardez sur PubMed comme ça avance de façon aussi significative que depuis les années 2000. Je pense que ce papier éditorial au Lancet montre qu'on est en train de tout mélanger et qu'il y a un vrai danger. Je ne parlerai pas de Musk, je vais m'énerver. Et donc, on a 2 sessions, donc des sessions régionales. On peut organiser avec nos sociétés savantes plein d'événements thématiques, si vous le souhaitez. Et donc, il faut contacter un certain nombre de personnes. Et surtout, il y a donc notre congrès international qui se passera à la Cité universitaire internationale le 15 ou les 15 et 16 octobre prochain. Il y a un livre blanc qui est payant et il y a un guide qui est gratuit. Vous pouvez aller le télécharger directement ici. Je pense que c'est ce que vous devez retenir de ma présentation. J'ai été sûrement un petit peu long. Merci beaucoup de votre attention. Merci Grégory. J'ai une question concernant, il y a des DU de santé intégrative, il y a plein de formations. À quand la formation sur les interventions non médicamenteuses ? Étape par étape. Le but du jeu est de créer un modèle d'évaluation. Et donc le médicament a créé un modèle d'évaluation, puis a créé des qualifications juridiques. On a tout un travail à faire de qualifications juridiques. Et effectivement, demain, on veut améliorer la connaissance et les pratiques des chercheurs. Et on se pose plein de questions sur les bonnes pratiques au niveau des praticiens. Et on veut mettre autour de la table à la fois les facs de médecine, notamment la conférence des doyens, mais aussi des paramédicaux et de toutes les écoles pour dire comment on est bien dans le champ de la santé et on n'est pas dans le champ de la culture. Et encore une fois, sans aucun jugement. Je voudrais bien insister là-dessus. Oui. Donc c'est en cours. Et qu'est-ce qu'on fait de la santé intégrative alors ? La définition officielle de la santé intégrative One Health, la santé globale, c'est la santé animale, oui, la santé environnementale, la dépollution des fleuves et autres, et la santé humaine. C'est extrêmement vaste. Dans la médecine, il y a 3 parties. La partie identification des problèmes. Ensuite, il y a la partie de réflexion pour la décision des solutions. Et Bruno fait ça toute la journée. Et ensuite, il y a les solutions qui sont proposées. Et là-dedans, nous, on n'est que le petit morceau d'une partie des solutions. On est tout petit dans cette aventure. Mais en fait, il a été complètement négligé. Et il est, pour nous, enfin, moi je le vois comme énorme, il y a beaucoup de choses à y faire, mais on n'est que là-dedans. Et donc, quand on parle de santé intégrative, on parle de tout ça. Et on parle de systèmes de pensée différents. La médecine ayurvédique, la médecine chinoise, c'est pas vrai, c'est des médecines chinoises. C'est pas la médecine coréenne traditionnelle et différente, etc. Donc c'est des systèmes de pensée. Moi, je pense qu'il faut être, en tant que scientifique, prudent dans ce qu'on va dire à un patient parce que, ben voilà, primum non nocere, quand on a une éthique en santé, premièrement, attention de ne pas dégrader la santé de quelqu'un. Et je pense, encore une fois, c'est Jacques Bringer, ce doyen de la fac de médecine de Montpellier, qui le disait, mais toute action de santé peut conduire à des risques. Et donc, il y a un réflexe d'acteur de santé à avoir. Et à côté, il y a la fédé de tennis, on en a parlé tout à l'heure. Quand je suis prof de tennis, je suis prof de tennis. Je suis là pour distraire. Mais si je suis un prof de tennis qui veut soigner, c'est pas la même chose. Et effectivement, là, tu as raison, Catherine, il y a un besoin de formation. Et je ne sais pas encore quoi, comment, mais on y réfléchit. Et venez avec nous y réfléchir, on ne sait pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions dans la salle ? Elle est double, mais c'est complémentaire. La première, c'est est-ce que tu penses qu'avec cette logique d'évaluation, on va pouvoir faire venir des gens qui ne sont pas du tout dans le système scientifico-hospitalo-universitaire et qui essayent de pratiquer le plus honnêtement possible des médecines complémentaires? Et est-ce que ces recommandations permettent de supprimer les biais d'hypercroyance qu'il y a dans ces médecines? Alors, on a bien fait attention d'être dans une démarche constructive et bienveillante. Et en disant, voilà la règle du jeu. Et il y a des données très consolidées sur l'acupuncture.
et même des recos faits par Bruno Falissard qui vient de l'histoire, et donc sur les nausées en particulier. Et donc, si effectivement il y a des essais cliniques et que la communauté dit que c'est une intervention non médicamenteuse, on n'est personne pour juger. Et donc on fait appel aux sociétés savantes en disant là c'est une intervention non médicamenteuse, on la rentre dans le référentiel. Par contre, d'autres peut-être sont en phase de validation, un peu comme dans le médicament. On est dans le début de l'histoire et que effectivement les praticiens doivent se positionner. Chez les ostéopathes, il y a plein d'écoles et plein de courants. Il y a ceux qui veulent vraiment jouer le jeu et en disant mais venez, on est personne, on a simplement co-construit avec 1000 personnes une règle qu'on veut étendre au niveau européen et à l'OMS pour dire il y a une règle de validation. Maintenant, jouez le jeu de la recherche et si ça marche, ce sera aux professionnels et aux docteurs comme toi et aux équipes de dire je prends ou je prends pas et aux patients de l'accepter ou pas. Mais voilà. Et la deuxième question, les biais de scientisme. Il y a énormément de risques. Et ça rejoint la question de Catherine, de dire, là, on a trouvé ce protocole qui a l'air de fonctionner bien et sur lequel il pourrait y avoir des risques de praticiens qui voudraient l'imposer à tout prix. Et donc, oui, c'est le sujet majeur de la réflexion d'aujourd'hui, mais je vous le dis, on est entre nous, d'accord ? Ça ne sort pas d'ici. Mais on passe toute l'année 2025 pour parler avec tous les praticiens qui le souhaitent sur, pour être clair, un badge. On voudrait un badge éthique en santé qui permette effectivement de dire il ne faudrait pas avoir de l'acharnement ou du scientisme ou des choses délirantes et qu'il faut trouver les bonnes pratiques pluriprofessionnelles à établir. On sait que c'est là qu'on va. On a trouvé le mot et on sait que ça peut être au niveau international. Donc on va le dire à l'OMS là, dans 15 jours et on va le dire au président de la Haute Autorité de Santé dans la semaine prochaine. En disant il faut qu'on fasse ça, mais il faut qu'on soit plusieurs autour de la table et qu'effectivement il y ait quelque chose qui le garantisse. Et oui, rendez-vous en 2026 pour vous dire ce qu'on pense jusqu'au bout de ce truc-là. Ouais. Oui. Merci beaucoup Grégory de faire ce travail parce que les patients et les associations de patients sont un peu perdus, hein, ça c'est clair. Et j'invite pour ceux qui seraient frustrés de ne pas avoir pu plus discuter sur ce sujet, je donne rendez-vous le 29 avril de 13h à 14h30 pour un webinaire avec vous sur le site de GPS Cancer. Vous pouvez déjà vous inscrire sur Hello Asso GPS Cancer. Et on pourra plus parler justement des bénéfices que ça peut apporter aux patients directement. Merci beaucoup de cette remarque et de cette publicité, mais effectivement, il y a beaucoup d'associations de patients. Ce matin, ça a été évoqué, et il y a beaucoup de mobilisation. Et je pense qu'il faut simplement pouvoir leur partager un outil et qu'ils puissent dire, là, on est dans une activité spirituelle, dans une activité culturelle, et c'est vraiment bien, et c'est intéressant, et on a un soutien social, et ça ne remet surtout pas en question ces pratiques, mais on n'est pas dans un temps de santé. Et à côté, il y a un temps de santé. Et aujourd'hui, les assos de patients, et la Ligue, en tout cas, nous soutient vraiment pour dire, trouvons juste une clarification. Est-ce qu'un coiffeur est quelqu'un qui fait une intervention non médicamenteuse? Ben non, c'est de l'esthétique, c'est génial, super utile. La socio-esthétique, oui, mais quoi précisément? Jusqu'où est-ce qu'on va? Mais le cinéma, ça fait du bien. Netflix, ça fait du bien. Jouer à la pétanque, si on est à Marseille, ça fait du bien. Mais jusqu'où est-ce qu'on va entre la culture, c'est ce que disait Bruno, quand on est dans l'art, des pratiques artistiques, c'est effectivement quelque chose de très très utile et c'est de l'ordre de l'intime, disait un de mes maîtres, vraiment de l'intime. Et à côté, il y a vraiment une pratique de santé supervisée par un praticien. Et donc cette clarification fera, à mon humble avis, du bien à beaucoup de gens et sur lequel, parfois, en voulant bien faire, on peut mal faire. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Grégory, pour ton intervention. Ta venue